Les gilets jaunes, encore et toujours, eh bien oui, on va en parler ce matin, de l'écologie, de la fiscalité, de l'industrie aussi. Et d'ailleurs, peut-être que le réinvestissement industriel de notre pays pourrait satisfaire les gilets jaunes, sans doute. Nous sommes ce matin avec Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour. Alors, demain, les Gilets jaunes, vous redoutez cette nouvelle manifestation et cette arrivée sur Paris? On est mobilisés et vigilants. Bien sûr. Vigilants parce qu'une manifestation, ça s'organise. Ouais. Il y a des déclarations qui doivent être faites en préfecture et c'est comme ça que ça se passe bien en règle générale. On doit aussi protéger la sécurité de nos concitoyens. Et elle aura lieu où, cette manifestation, alors, finalement? Je comprends que c'est en cours de discussion et Ouais. que... Ça peut encore changer? En tout cas, la proposition qui a été faite, c'est le Champ de Mars. Donc, je ne sais pas si c'est complètement finalisé. Vous comprenez ce mouvement? Je crois qu'on n'est pas sourd ni aveugle. C'est un mouvement qui... en fait, je pense qu'essentiellement le sujet est autour du pouvoir d'achat et de la perception de l'évolution du pouvoir d'achat. Ça dépasse la seule augmentation du prix des carburants? À mon avis, oui. C'est d'autant qu'entre-temps, on parle d'un sujet sur une augmentation prochaine des taxes sur le carburant, donc qui n'existe pas encore, et qu'il y a une baisse du prix du pétrole qui est en train de se répercuter sur le carburant. D'accord. Donc ça dépasse ce sujet-là. Le sujet est au-delà, c'est une cristallisation. Et moi, je trouve intéressant l'étude de l'OFCE qui vient de sortir et qui dit qu'entre 2012 et 2016, effectivement, les Français ont connu une baisse du pouvoir d'achat de l'ordre de 440 euros. Et d'ailleurs, cette étude pointe aussi que 2017 a plutôt un impact positif sur le pouvoir d'achat des Français. Mais les gouvernements sont drogués à la fiscalité dans notre pays? Je ne crois pas. En tout cas, il me semble que le gouvernement présent a baissé les charges sociales directement, donc ça profite à nos compatriotes, en particulier les classes moyennes. Vous voyez qu'ils ne le voient pas, ça? Ils ne le sentent pas? Oui, mais le ressenti, comme on dit. Mais c'est très important et vous avez raison. L'important, c'est la perception. Et aujourd'hui, ces baisses, elles sont intervenues et elles sont sensibles que depuis le 1er octobre. Et par ailleurs, il y a d'autres facteurs. Et il y a le facteur de ces 4 années écoulées qui fait que on a un sentiment plus global, je pense. Et l'opposition Paris-Province, vous la sentez aussi entre élite et ceux qui se sentent abandonnés des services publics? Je pense que cette opposition, elle est un petit peu montée en épingle. Moi, je vais beaucoup sur le terrain. J'étais notamment en privilégiant les territoires, je dirais, plus ruraux ou en tout cas en marge d'agglomération. Et quand je vais à Figeac, quand je vais à Redon, j'observe qu'il y a aussi beaucoup de dynamisme. Donc, je crois qu'il ne faut pas opposer comme ça les territoires. Elle est un peu surjouée, cette opposition? Elle est probablement un petit peu surjouée. Et par ailleurs, il y a une grande action du gouvernement en direction des territoires. Alors, vous êtes au gouvernement, comment vous allez répondre à cette colère? La réponse, elle doit être faite en 2 temps. C'est-à-dire qu'il y a un premier temps qui est autour de la question qui est posée, qui n'est peut-être pas la question fondamentale, mais auquel il faut répondre, qui est comment on accompagne la transition écologique et énergétique. C'est possible qu'elle ne soit pas punitive, c'est ce qu'on vous reproche? Il est important de la faire, déjà. Et je pense que tout le monde en est convaincu, mais il y a un petit refus d'obstacle. Et ensuite, par rapport à l'accompagnement, je crois qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été proposées déjà, des mesures sur le chèque énergie, des mesures pour acheter sur la transformation des véhicules. Transformer un véhicule diesel d'il y a 15 ans en véhicule diesel d'aujourd'hui avec une prime, c'est diminuer par 10 l'émission de NOx, c'est diminuer par 2 l'émission de microparticules et on accompagne. Donc vous voyez même que ce n'est pas de l'anti-diesel. Ils n'entendent pas aussi. Je le comprends. Pourquoi le Premier ministre a refusé la main tendue de Laurent Berger qui lui a dit il faut organiser, je suis là, je suis prêt à participer à une table ronde. Pourquoi vous l'avez refusé? Le sujet, me semble-t-il, c'est d'arriver à accompagner ces Français, les Français modestes et les classes moyennes. Parce qu'il y a vraiment 2 sujets là-dedans. Les plus modestes, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour eux. Les classes moyennes, elles se sentent un petit peu délaissées et l'impact de la politique qu'on met en œuvre aujourd'hui, lorsqu'on parle de la suppression des charges sociales sur tout ça, ça porte aujourd'hui, mais ça va se
se voir sur le moyen terme. Mais ça va se voir, vous allez avoir le prélèvement à la source, tiens, le 1er janvier, qui va sans doute au début être mal vécu. Le prélèvement à la source, quand même, faut rappeler que vous avez 50% des Français qui ne payent pas d'impôts, qui ne sont pas concernés, et que vous avez une grande majorité des Français qui sont déjà mensualisés. Et qu'eux ont un petit avantage, en fait, parce qu'ils perdront moins d'argent. Mais effectivement, sur la feuille de paye, il va avoir un chiffre qui est plus petit que celui auquel on est habitué. Berger. Mais ça, c'est la perception. On est d'accord. Mais Berger, pourquoi vous l'avez renvoyé à ses études? Je ne crois pas qu'on l'ait renvoyé dans ses études, mais aujourd'hui, on essaye de prendre nos responsabilités au niveau du gouvernement. Entre un discours de fermeté qui est celui de M. Castaner, ministre de l'Intérieur, c'est un peu normal, et puis d'autres discours, y compris celui de Bruno Le Maire, qui dit assez de taxes, assez d'impôts, il faut faire quelque chose. C'est bien ce qu'on fait aujourd'hui. Je veux dire, on baisse les taxes. On baisse les taxes. Bah oui, mais alors pourquoi les Français sont dans la rue? Les Français sont dans la rue parce qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat de 440 € ces 4 dernières années. Ouais. Donc il faut quand même prendre un tout petit peu de temps pour retourner ça. Mais on baisse les taxes, on convertit à la transition écologique et énergétique et on accompagne. Et pourquoi vous ne la prenez pas en charge, cette transition énergétique, en baissant la dépense publique? On vous demande ça. Les Français vous le demandent. Non, les Français, elle n'a pas dépensé. Les Français sur ce point-là sont un peu plus, je dirais, entre gris clair et gris foncé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une demande de plus de services publics et il y a une demande de moins de taxes. Il n'y a pas une demande de dépenses des dépenses publiques. Sauf que la France dépense beaucoup. Sauf qu'on est d'accord, la France dépense beaucoup. Et c'est pour ça que ce gouvernement, je le rappelle, est le premier à passer en dessous de la barre des 3% de déficit depuis 15 ans. Donc il faut quand même aussi dire ce qui est fait. Et c'est un gouvernement qui agit. Vous êtes optimiste, vous allez pouvoir sortir de ce bourbier quand même? Je pense que, en tout cas, on va s'employer à embarquer l'ensemble des Français et essayer de répondre à leurs problématiques du moment, concrètes. Aujourd'hui, dans tous les sujets qu'on traite, je vais prendre les sujets que moi je connais on va venir à l'industrie, on va en parler. Mais juste un petit point, le très haut débit. Le fait d'avoir une couverture sur l'ensemble du territoire, c'est un bénéfice immédiat pour les Français. La 4G, le fait d'avoir une couverture... Mais c'est en cours. 2020, vous avez une couverture très haut débit sur l'ensemble du territoire. C'est dans un an, 2020. Madame Dupont, qui habite Figeac, elle, ce qu'elle veut, c'est tout de suite. Et oui, vous avez raison, mais c'est dans un an. C'est-à-dire que cette promesse-là, elle n'a pas été délivrée auparavant. Le président de la République doit s'exprimer mardi, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'écologie, enfin énergétique, de l'énergie. Qu'est-ce qu'il va dire ? Eh bien, comme il l'a annoncé, c'est comment on converge vers les 50% de nucléaire en 2035 et donc quelle est la montée. On va fermer des centrales nucléaires, vraiment? Des réacteurs? C'est le sens de l'histoire. Et c'est le sens de l'engagement. Il n'y a pas de volonté de revenir en arrière sur l'engagement. En revanche, il y a une question de trajectoire et de quand les tranches sont adressées. Et c'est ce scénario-là que va présenter le président de la République, ainsi que l'ensemble des mesures d'accompagnement que nous avons autour de cette transition écologique et énergétique. C'est-à-dire la promotion d'énergie renouvelable. En particulier, c'est-à-dire aussi la façon dont on se projette dans les différentes technologies. Il y a aussi beaucoup d'innovations derrière la transition écologique et énergétique. Il y a aussi beaucoup d'activités à construire. Alors justement, c'est le sujet que vous avez développé il n'y a pas très longtemps. Vous êtes exprimé sur l'industrie. Vous avez invité les industriels à accélérer le mouvement. Et pour la modernisation, je vous cite de l'appareil productif français pour faire de la France une plateforme industrielle de référence. J'allais vous dire, vaste programme, alors qu'on a perdu quoi, 1 500 000 emplois en 15 ans? En 15 ans, et aujourd'hui on en crée des emplois. Dans le secteur de l'industrie. Exactement. Aujourd'hui on en crée. Aujourd'hui on en crée. Et c'est la première fois, là encore, depuis 17 ans, qu'on crée des emplois dans l'industrie. Ça veut dire quoi, cette plateforme ? Ça veut dire que quand vous avez un investisseur étranger qui veut rentrer sur le continent européen, installer des usines, il faut qu'il préfère la France à l'Espagne, à l'Italie et à l'Allemagne. Comment on fait pour qu'il préfère la France alors qu'il y a une fiscalité justement qui est assez forte? Alors, c'est plus le cas aujourd'hui puisque nous convergeons au niveau de l'impôt sur les sociétés à 25%. C'est vrai. Et qu'au niveau du coût du travail, on est aujourd'hui à peu près à l'équivalent de l'Allemagne. On est même très légèrement en dessous. Même avec les 35 heures. Même avec les 35 heures. Donc on a rattrapé notre retard de compétitivité sur ça. Et c'est pas un hasard si Mercedes, par exemple, installe la production de sa première voiture électrique à Ambach, en Moselle. Ça veut donc bien
bien dire que la France est attractive, y compris pour un constructeur Et allemand. vous avez dit d'ailleurs une phrase étonnante, je suis optimiste pour l'industrie française. Je suis optimiste pour l'industrie et j'observe que 70% des patrons industriels sont optimistes pour leur business. Alors, il y a quand Il y même a une quelqu'un qui vous enquête de répond, BPI France qui dit 70% BPI, pensent... c'est la Banque publique d'investissement. Voilà, qui a fait une enquête auprès des industriels et ces industriels disent « Moi, mon activité va croître dans les 3 ans qui viennent ». D'accord. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est leur certitude d'hommes d'affaires. Et donc, je pense qu'on peut les croire parce qu'ils sont quand même très embarqués dans leur business. Vous connaissez Pierre-André Chalandard, qui est le PDG de Saint-Gobain, et qui dit « La reconquête industrielle nécessite sur le plan fiscal, technologique, logistique, toute une série d'instruments pour renouer avec la compétitivité. » C'est ce qu'il vous dit. Lui, il dit « Vous êtes très optimiste. Hein. » Non, il ne dit pas vous êtes très optimiste parce que je l'ai rencontré, donc Pierre-André Chalandard, et on était ensemble aux assises de l'industrie. Ce qu'il dit, c'est qu'on est dans un changement de modèle industriel au plan mondial. Dû à la révolution numérique notamment ? Dû à la révolution numérique, tout à fait, qui impacte tout le monde. Et effectivement, par rapport à ça, il faut déployer du numérique. C'est le sens du suramortissement que nous mettons en place pour les PME industrielles. C'est le sens des 10 000 diagnostics, c'est 500 millions d'euros, c'est le sens des 10 000 diagnostics que nous avons lancés pour en fait, parce que c'est pas juste on claque dans les doigts pour faire du numérique dans une PME. Il faut revoir ses process, il faut refaire du lean, faire du 5S, enfin c'est des techniques industrielles. Et derrière, il faut effectivement voir quelles sont les bonnes machines. Quel type d'industrie la France peut développer, accueillir Aujourd'hui, on est très bon sur un certain nombre de secteurs. On n'a pas à rougir sur l'automobile, on a plutôt rattrapé notre retard de compétitivité. Avec un PDG qui est en prison, en détention au Japon. Avec un PDG, avec un DG Thierry Bolloré qui est aux manettes chez Renault. Donc ça y est, vous avez tourné la page déjà ? Non, je ne tourne pas la page. Moi, je respecte la présomption d'innocence. Pour parler vulgairement, c'est foutu pour Carlos Ghosn. Alors ça, j'en sais rien, je n'ai pas les faits. Encore c'est M. Bolloré, votre interlocuteur aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est Thierry Bolloré, parce que M. Carlos Ghosn, ça ne vous a pas échappé, n'est pas en situation de communiquer régulièrement avec l'extérieur. Si on a lu le Figaro ce matin, dans des conditions difficiles d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc le sujet aujourd'hui, l'automobile, ça fonctionne. L'aéronautique, on est très bon. Sur tout ce qui est Smart City, on a des offres qui tiennent la route. C'est quoi la Smart City ? Smart City, c'est toutes les offres qui permettent de de gérer la ville numérique, c'est-à-dire mais la ville numérique, c'est valable pour Paris, Lyon, des grandes villes, mais pour des petites villes. Ah non, ça marche aussi sur les petites villes. Moi, vous savez, j'ai été patronne dirigeante d'une entreprise qui intervenait dans des petites villes en haute montagne et on faisait la Smart Station. Donc, vous voyez que ça peut marcher aussi sur des petits écosystèmes. On est très bon dans la gestion des déchets. Et ça, dans la transition écologique énergétique, on renverse finalement le paradigme, c'est-à-dire que ce qui était des déchets devient une matière première qu'on peut réutiliser. On est très bon sur l'eau. Donc, oui, on a des raisons de se réjouir et de construire et d'être bon dans le futur en industrie. On a raison de se réjouir, nous dit Agnès Pannier-Runacher, en parlant évidemment de l'industrie. Eh bien, on va continuer avec vos questions, chers internautes, et Valentin Pilate, que vous allez bien regarder, parce que ça sera sa dernière apparition aujourd'hui sur cet écran. Bonjour Valentin. Bonjour Yves. Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour. Alors, on a quelques commentaires sur le chat de Figaro Live, on est regardé actuellement, et certains internautes aimeraient savoir si l'idée de renationaliser les autoroutes, c'est une possibilité, car ils considèrent aujourd'hui que les sociétés d'autoroutes se font trop d'argent sur le dos du contribuable. Alors, la privatisation a fait couler beaucoup d'encre dans les années 2006. Tout à fait, mais la privatisation, elle est assortie d'un contrat. Donc, si on renationalisait demain, vous avez un contrat. C'est comme si demain matin, on vous disait votre contrat de travail, non mais on va diminuer par 2 votre rémunération et puis vous êtes content. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, on est dans un état de droit. Si on devait renationaliser les autoroutes, il y aurait une compensation et quelque part, je ne suis pas sûre qu'on y gagnerait. Ça rappelle un peu l'écotaxe. Voilà. Par ailleurs, je rappelle une chose, les péages sont fixés en fonction de règles qui sont prévues dans les contrats et qui sont liées à l'importance des investissements qui sont faits. Est-ce qu'elles vont augmenter leurs tarifs au début de l'année prochaine ? Il en est question. Chaque année, vous avez une révision des tarifs, ça se fait du côté de février. Elisabeth Borne est sur le sujet. Je peux vous dire qu'elle a très
elle a négocié tout ce qui était réinvestissement et plan d'investissement avec compensation avec les sociétés d'autoroutes de manière très directe et efficace. Donc je pense que s'il y a des augmentations, elles seront vraiment fondées et liées à une amélioration du service. Valentin. Alors aujourd'hui, on encourage tous les Français à acheter des véhicules dits propres. Et Véronique nous dit sur Facebook, mais comment peut-on s'acheter un véhicule neuf avec 900 € par mois, alors qu'au 15 de chaque mois, on ne peut même plus acheter de quoi se nourrir? Que répondez-vous à Véronique, qui en l'occurrence n'est pas la seule, on le voit tous les jours dans les commentaires, les gens aimeraient bien avoir une voiture électrique, mais ils n'ont pas les moyens. Alors, déjà, dans les primes à la conversion, ce n'est pas seulement les voitures électriques. Ça vaut aussi pour les véhicules essence et les véhicules hybrides et les véhicules diesel. Pourquoi? Parce que l'essence et le diesel d'aujourd'hui, ce n'est pas l'essence et le diesel d'il y a 15 ans. Deuxièmement, l'un des avantages du véhicule électrique, c'est effectivement qu'on diminue immédiatement le coût du carburant. Donc ça, c'est un calcul que chacun doit faire en se disant, au fond, en fonction de l'utilisation que j'ai de mon véhicule, en fait, peut-être que j'ai un intérêt à y aller parce que je vais faire des économies derrière. Sauf qu'il manque les bornes, au passage. Sauf qu'il faut continuer à développer les bornes. Ça, c'est votre job, d'ailleurs. Mais ça, et c'est exactement, c'est notre job. Il faut couvrir en infrastructure. J'ai parlé du très haut débit, c'est valable aussi pour l'électrique. Troisièmement, on peut avoir accès à des véhicules qui sont en occasion, parce que forcément, le marché est en train de se créer. C'est-à-dire qu'on a des générations des véhicules électriques qui, aujourd'hui, sont disponibles de même que de véhicules hybrides. Donc, les prix d'accès à ces véhicules sont plus abordables qu'ils ne l'étaient. Donc on commence à se rapprocher du moment où finalement acheter un véhicule électrique, hybride, d'occasion ou récent, essai et essence devient compétitif. Alors toujours sur le pouvoir d'achat des Français, Gaël nous dit sur Facebook, qu'en est-il des personnes qui vivent en dessous du SMIC, qui crèvent de faim pour le citer, et qui n'ont aucune aide du gouvernement? Je pense qu'on peut nuancer ça, effectivement. Quelles sont les aides du gouvernement actuellement? Ça paraît difficile quand même. Oui, c'est-à-dire que... dans cette situation. Sans aide, j'entends. Oui, alors... Évidemment, c'est difficile. Il me semble qu'il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises sur les minima sociaux, avec des augmentations à la clé, en particulier pour les gens qui étaient dans des situations de travail. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de favoriser le travail et l'emploi. Donc ça a été fait. Vous avez un plan pauvreté qui a été lancé en septembre, qui est un plan pauvreté qui est majeur en termes de contenu, dont malheureusement, je trouve qu'on n'a pas suffisamment parlé et qui apporte des solutions très directes, ne serait-ce que des solutions de garde d'enfants. Enfin, tout le monde connaît l'espèce de paradoxe de la personne qui veut aller travailler, mais ça lui coûte plus cher de faire garder son enfant que le salaire qu'elle reçoit. Donc ça, c'est des réponses qui sont concrètes et immédiates. Je reçois beaucoup de commentaires sur Facebook et sur Figaro Live, notamment celui d'Henri. On ne croit plus en ce gouvernement qui n'a que le mot taxe dans la bouche. Et c'est vrai que vraiment sur tous les commentaires que je reçois là, sur Facebook ou sur Figaro.fr, que répondez-vous de façon plus générale à tous ces internautes qui perdent confiance très clairement dans le gouvernement? Ce sont ces mots. Alors, moi j'entends effectivement ce ras-le-bol, parce que c'est comme ça qu'il faut le qualifier. Je réponds, et ça c'est une réponse qui est un peu froide et probablement pas adaptée au message qui est en réalité on baisse les taxes. C'est factuel, simplement c'est pas le ressenti. Et derrière, je pense que c'est effectivement notre job d'envoyer des signaux concrets d'amélioration de la vie de ces gens. C'est ça notre travail. Donc c'est à ça qu'on va s'employer. Vous trouvez que c'est injuste que ça vous tombe dessus, ça, cette révolte? Non, je pense que juste ou injuste, c'est pas un sujet en politique. Vous devez affronter les sujets, point barre. D'accord. Adrien aimerait savoir quelle est la vraie transition écologique à votre sens? Je crois que là, alors il y a le premier sujet important, c'est clairement de sortir des énergies fossiles. Parce qu'on a une dépendance aux énergies fossiles qui est d'ailleurs y compris un problème pour les grands équilibres financiers du pays. C'est-à-dire que 2/3 de notre déficit du commerce extérieur, c'est plus de 40 milliards d'euros, c'est dû au pétrole. Donc, rien que ça nous donnerait collectivement tellement plus de marge de manœuvre, je veux dire, aux entreprises, aux ménages et à l'État. Donc ça, c'est important, et c'est important aussi par rapport à l'évidence du fait qu'on ne peut plus avoir recours aux énergies fossiles de manière durable, soutenable et à un prix accessible. Ça, c'est une transition majeure. Il y a d'autres transitions majeures qui sont autour du bien manger. La loi Egalim qui a été prise en début d'année et qui accompagne ce phénomène et qui vise aussi l'alimentation,
pardon, vous avez raison, et qui vise aussi à permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu décent et de faire de plus de qualité. Vous avez enfin tout le sujet autour du plastique. Qui est un des troisième sujets, et de l'économie circulaire. Je mets les deux sujets un petit peu en regard, où là aussi, il faut accompagner, parce que tous les plastiques ne sont pas à jeter. Hein. Je vous rappelle que les composites dans les avions, en fait, c'est du plastique. Hein. Enfin, c'est la même origine. Donc, mais là aussi, c'est une transition qu'il faut accompagner. Moi, mon sentiment, mais je parle avec ma casquette industrie, c'est qu'il faut à la fois se donner des objectifs ambitieux, parce que c'est ça qui va nous faire trouver les solutions innovantes, intéressantes pour bouger, mais qu'il faut accompagner les entreprises qui sont concernées et se donner du temps pour transformer l'économie. Dernière question. Allez, dernière question. Aujourd'hui, un sujet très commenté, c'est le Black Friday, donc un événement conso du jour. Pour Elad, c'est juste un mode de consommation américain qu'on s'est juste approprié. Et pour d'autres aujourd'hui, il y en a qui essaient de contrer, certaines entreprises, ce mouvement par le Green Friday. Donc certaines entreprises proposent donc de réutiliser les produits. Qu'en pensez-vous de cette journée? Vous êtes d'accord? C'est trop américain? Qui est né aussi avec l'e-commerce, hein, qui s'est développé. Oui, c'est fondamentalement, c'est une opération marketing. Elle s'appellerait le Blue Tuesday. Elle se passerait un jeudi. Ça ferait le même effet. Donc, américain ou pas américain, ça atteste plutôt du développement du e-commerce et d'un intérêt quand même collectif, effectivement d'améliorer son pouvoir d'achat en allant chercher bon pour l'économie les bonnes française, affaires. alors que ce sont beaucoup de produits importés, j'imagine, qui sont achetés. Pas nécessairement. Non. Non. Et moi, je trouve intéressante cette vision du Green Friday. On pourrait faire aussi un Made in France Friday qui permettrait de mettre en valeur des produits français. Vous allez le faire? On pourrait le faire tous les jours. Ça. On pourrait le faire tous les jours, mais déjà, rien qu'une présence à l'esprit, une fois par an, ça serait intéressant parce que... c'est pas moi qui décide des opérations commerciales des entreprises, mais je trouverais que ça serait un joli pirouette. Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu aux questions des internautes. Merci aussi Valentin Pilate d'avoir accompagné ce talk pendant plusieurs années et de vous être fait l'écho des questions de nos internautes. Merci à vous. Merci beaucoup Yves, effectivement j'en profite pour me remercier tout le monde. Premièrement mon équipe aux réseaux sociaux, ça a été un plaisir très sincèrement de travailler avec tous ici. Je remercie Marie-Amélie, je remercie Juliette, Jean-Baptiste, Merwan, Julie, Jérémy, enfin bref toutes les personnes avec qui je travaille. Également le Figaro Live, sans qui cette émission ne serait pas aussi magnifiquement bien réalisée que par la régie qu'on a derrière nous. On les salue. Et plus généralement, tout le Figaro, toutes les équipes avec qui j'ai pu travailler. Je remercie les invités, bien entendu, qui ont toujours réussi avec grandiose, avec réussite, de répondre à toutes ces questions. Pardonnez-moi, je suis un peu ému. Et les internautes, bien entendu. Voilà, vous êtes l'ADN de cette émission, c'est ça Figaro Live. Et voilà, c'est une belle aventure, effectivement, qui se termine. Merci Valentin. Et à lundi pour de nouvelles aventures.